de la crise qui sévit dans la région, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Nagui Vector, qui est analyste politique. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors, après les tensions autour du nucléaire et du détroit d'Ormuz, selon vous, est-ce que l'Iran cherche vraiment l'apaisement ou bien elle prépare une nouvelle phase de confrontation? Oui, moi je ne crois pas que l'Iran prépare une nouvelle phase de confrontation. Par contre, l'Iran est très... l'Iran n'a plus confiance aux États-Unis et essaye d'être très précis dans les phrases, dans les mots, dans les accords. En plus, il y avait le problème du détroit d'Ormuz que les États-Unis demandent d'ouvrir immédiatement. Seulement, ils demandent de l'ouvrir gratuitement, sans rien offrir aux Iraniens. Et ça, les Iraniens refusent. Ils réclament 12 milliards de leur propre argent gelé dans les banques de Qatar. Deuxièmement, le programme nucléaire, mais le programme nucléaire est tellement compliqué qu'il faudrait le remettre vers la fin des discussions. Troisièmement, maintenant, actuellement, il y a le problème du Liban. Le problème du Liban qui pèse lourd sur ces négociations, parce que nous savons tous que Israël et M. Netanyahou ne veulent conclure aucun accord. Parce que M. Netanyahou considère que signer un accord avec l'Iran, c'est donner une bouchée d'oxygène au régime. Or, lui, il voudrait frapper, casser, anéantir, faire tout ce qui est mauvais et non pas s'asseoir. En plus, quand on parle entre Israël et Hezbollah, un cessez-le-feu comme celui qui a été annoncé hier soir par M. Trump. Pour Israël, cessez-le-feu signifie que l'adversaire doit cesser le feu. Mais pour Israël, elle continue. Comment? Elle continue. Absolument. C'est avoir les mains libres pour faire ce qui lui convient. Donc c'est vraiment très compliqué. Moi je les plains, les diplomates, parce que c'est une discussion de sourds à la fin. Et à la fin, moi je ne sais pas où est-ce qu'ils vont arriver. Et maintenant ils disent enlever les armes de Hezbollah. Mais madame, quand il y a des hostilités, quand il y a une occupation, quand il y a une souffrance, il est tout à fait normal qu'il y ait une résistance. Et le Hezbollah répond aux hostilités israéliennes. Et même, il lui fait mal. Raison pour laquelle Israël commence à dire on va élargir notre guerre, patati et patata. Et dans les crises actuelles, l'influence se mesure par la puissance militaire ou bien par la capacité de négocier? Mais capacité de négocier, il faudrait avoir des atouts pour négocier. Or, le Liban, je m'excuse, ne possède pas d'atouts. Ils ne sont pas forts militairement. Ils ont le terrain occupé. Ils n'ont pas de moyens pour riposter. Donc, quand on négocie, il faudrait posséder sous la main des cartes qui pèsent pour obliger l'adversaire à monnayer les problèmes. Or, le Liban ne possède que le soutien de la France, des pays arabes, un peu des États-Unis. Malheureusement, ces négociations sont très difficiles et je ne vois pas du tout comment le Liban arrivera à faire stopper cette guerre et surtout à faire retirer les forces israéliennes qui ont gagné 30 kilomètres dans le territoire libanais. 30 kilomètres. Ils ont même dépassé jusqu'à maintenant la rivière et le Tani. Alors, je ne vois pas comment ils vont pouvoir se défendre dans ces discussions. Est-ce que vous pensez que les États-Unis conservent la maîtrise du jeu diplomatique régional ou bien on va assister à une redistribution des cartes?
Non. C'est les États-Unis qui vont rester maîtres de toutes les cartes. Les États-Unis sont les seuls sur cette planète qui peuvent commander et qui peuvent maîtriser M. Netanyahou. D'ailleurs, la discussion, l'appel téléphonique d'hier soir, ce qu'on dit que M. Netanyahou a insulté, M. Trump a insulté M. Netanyahou, franchement, et il l'a maltraité, et ainsi de suite. Donc c'est la seule personne qui peut faire ça. Ni le Conseil de sécurité, ni l'ONU, ni la France peut faire ça. Alors, je crois que les États-Unis resteront maîtres de tous les jeux au Moyen-Orient. Oui. Est-ce qu'on peut dire, comme plusieurs analystes politiques, que les crises actuelles prouvent qu'aucun acteur ne semble vouloir franchir le seuil d'une guerre totale? Est-ce que vous êtes pour ou contre cette théorie? Non, c'est sûr que tout le monde ne veut pas franchir les limites pour avancer vers une guerre totale. Ça c'est sûr. Ni les États-Unis, sinon ils auraient tapé depuis longtemps sur l'Iran, avec toutes les menaces de M. Trump. Demain je tape, on m'a arrêté de taper, j'allais frapper dans 2 heures. Si je tape, je vais anéantir la civilisation perse, mais il ne fait rien. Donc il se retient. L'Iran, pareil, l'Iran négocie et essaye de monnayer les cartes qu'il possède, et ils sont pas mal, ils sont des cartes assez importantes, et il reste Israël qui est un voyou, qui ne respecte aucune loi internationale, qui ne respecte pas les règles de la guerre, qui ne respecte pas les banques d'objets à taper. Ils tapent maintenant sur les hôpitaux, alors que par la loi internationale, ce sont des institutions protégées, même durant en cours de guerre. Mais Israël, encore une fois, s'en fout, et ils s'en foutent. Ils tapent, ils font mal quand ils vont taper sur une école, quand ils vont taper sur des bâtiments résidentiels. Mais ils ont toujours la réponse pour se défendre. Nous, on se défend contre Hezbollah. Est-ce que l'Égypte est aujourd'hui le dernier acteur arabe capable de parler simultanément avec Washington, avec les capitales du Golfe, avec Beyrouth, avec l'Iran? C'est sûr, madame. Il faut savoir que l'Égypte est un pilier au monde arabe. L'Égypte est un pays catalyseur au Moyen-Orient. L'Égypte, avec ses relations diplomatiques, avec sa position géographique, avec sa stabilité, a le pouvoir et la crédibilité de contacter aussi bien les États-Unis, Israël même, que l'Iran, que le Liban, que tous les pays du Golfe. L'Égypte, et je répète encore une fois, est un pays catalyseur qui attire tout le monde vers elle. Mais l'Égypte ne peut pas faire des miracles. Donc l'Égypte essaye de faire ce qu'elle peut faire. Elle contacte, elle fait des médiations, elle intervient, elle est à l'écoute, elle transmet des messages. Voilà. Mais... Et il y a toujours un prix à payer. Mais c'est sûr, madame, et nous souffrons. Nous souffrons de cette guerre. Vous savez très bien, le pétrole qui a augmenté le prix, l'essence qui a augmenté de prix, même les denrées alimentaires ont augmenté de prix. Effectivement, l'inflation qui augmente, le taux de change qui change, et non pas à l'intérêt de la livre égyptienne. Non, c'est sûr que l'Égypte, comme tous les autres pays, souffre. On n'est pas mieux que les autres.
Oui, donc, bien sûr. Espérant que les diplomates, auront assez d'intelligence et de sagesse pour stopper cette folie. Voilà. Monsieur Nagui Victor, je répète que vous êtes analyste politique. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Et je vous laisse, mesdames et messieurs, avec notre dernier reportage. Alors que les affrontements entre l'Iran, Israël et les États-Unis continuent de peser sur la stabilité régionale, les initiatives diplomatiques se multiplient pour éviter une extension du conflit. Merci pour votre attention et à la prochaine. Les cours du pétrole poursuivent leur progression sous l'effet des inquiétudes géopolitiques dans la région du Golfe. Le baril de Brent évolue mardi autour de 94 à 95 $, tandis que le brut américain WTI se maintient aux environs de 92 $. Cette hausse reflète les préoccupations des marchés face au risque d'une aggravation du conflit au Moyen-Orient. Au cœur des inquiétudes figure le détroit d'Ormuz, passage stratégique par lequel transitent chaque jour près de 20 millions de barils de pétrole, soit environ 1/5 du commerce maritime mondial de brut. Toute menace pesant sur la navigation dans cette zone entraîne immédiatement une hausse des prix de l'énergie et des coûts de transport. Les marchés restent également attentifs à l'évolution des tensions entre l'Iran, Israël et les États-Unis, ainsi qu'au risque de voir les infrastructures pétrolières du Golfe devenir des cibles potentielles. Plusieurs experts estiment qu'une attaque contre des installations énergétiques ou une perturbation durable du trafic maritime pourrait provoquer une nouvelle flambée des cours. Face à cette situation, plusieurs pays de l'OPEP ont décidé d'augmenter progressivement leur production afin de rassurer les marchés. 7 membres du groupe ont annoncé une hausse globale d'environ 188 000 barils par jour au cours du mois de juin. Toutefois, les analystes considèrent que les facteurs géopolitiques continuent de peser davantage sur les prix que les mesures d'augmentation de l'offre. Dans ce contexte, de nombreux observateurs n'excluent pas un retour du pétrole à 100 $ le baril si les tensions venaient à s'intensifier. La hausse des cours commence déjà à se répercuter sur les prix de carburant, les coûts du transport, l'inflation et les prix alimentaires à travers le monde. Les investisseurs surveillent désormais de près l'évolution de la situation dans le Golfe, les éventuelles initiatives diplomatiques entre Washington et Téhéran, ainsi que la mise en œuvre des engagements de production de l'OPEP, autant de facteurs qui détermineront l'orientation du marché pétrolier dans les semaines à venir.